Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce premier numéro de la semaine de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous parlons effectivement de la situation brûlante et actuelle, la résistance dite active du FNDC qui continue avec ces dégâts que vous constatez sur le terrain, mais aussi la gestion, point de vue sécurité, de cette situation par le ministère en charge de la sécurité. Nous en parlons et c'est pour cela que nous décidons de donner la parole dans ce numéro à monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, monsieur Albert Damantan Camara, qui nous reçoit dans ses locaux ici. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir ici. Bienvenue dans Café Débat. Merci de m'accueillir. Alors, une fois encore, merci de votre disponibilité. On va parler de la situation criarde qui prévaut en ce moment. Mais moi, la première question que je pose, en rappelant un tout petit peu l'histoire, votre prédécesseur a quitté le poste dans des conditions que nous connaissons, dans un climat de crise aussi. Alors, vous venez à ce poste. La première question, est-ce que quand vous avez été nommé, certes, vous bénéficiez d'une confiance renouvelée du président de la République, mais est-ce que vous avez eu le sentiment que, au vu de l'actualité, qu'on vous envoyait un peu au charbon? Depuis 2010, tout le gouvernement est au charbon de toute manière. Je l'étais déjà à l'enseignement technique, à la formation professionnelle face à tous les défis qui se posaient à nous. Je crois qu'aujourd'hui, vous demandez au ministre des Travaux publics, au ministre de l'Énergie, au ministre de l'Administration du Territoire, nous sommes tous aujourd'hui au charbon parce que la situation du pays l'exigeait et que nous avons tous des défis à relever. Donc oui, peut-être avec une particularité concernant la sécurité, puisque c'est un domaine qui s'adresse vraiment à l'un des besoins essentiels des populations. Mais voilà, c'est une tâche qu'on accepte et qu'on prend avec toute la charge qui s'impose. Alors, effectivement, aussitôt où vous arriviez, vous avez coïncidé, on va dire, à la reprise des manifestations du FNDC. Donc, depuis le 13 janvier, ils ont relancé ou lancé ce qu'ils ont appelé la résistance active. Déjà qu'il y a eu deux semaines avec des morts à la clé. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez la situation? Parce que l'idéal était que, et pour vous, et pour ceux qui manifestent, qu'en venant, que Damantan change les choses, que s'ils avaient l'habitude d'entendre parler de morts et qu'on accuse les forces de sécurité, qu'on n'en entende plus, s'ils entendaient que les forces de sécurité s'introduisaient dans les maisons, qu'on n'en entende plus parler. Alors, est-ce que vous avez essayé de mettre un mécanisme qui puisse opérer cette rupture? Peut-être renforcer les mécanismes qui existent déjà, que j'ai trouvés en place, que je connaissais quand j'étais à d'autres secteurs du département, à savoir rappeler des consignes, fouiller les agents, les sensibiliser. On a ajouté encore des messages radio qu'on fait. Aujourd'hui, en plus de ça, on a des drones. Donc ça, c'est ce qu'on fait de notre côté pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage, sachant qu'il n'existe pratiquement aucun pays au monde où on n'enregistre pas de dérapage. Ceci veut dire que les dérapages sont prouvés et qu'on met la main sur les personnes qui le font. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, à part la dernière fois une exception où effectivement on a eu la preuve qu'il y avait un agent qui se comportait mal et qui a été sanctionné. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes dans un monde où on ne peut plus rien cacher. Avec les nouvelles technologies de l'information, avec le plus petit téléphone, le plus simple smartphone, on peut filmer ce qu'on veut. Et donc, s'il y a des agents qui font des exactions, de toute manière ils seront confondus et ils seront sanctionnés. En dehors de ces cas-là, je ne peux pas, en tant que responsable, de facto dire c'est un agent qui a tué quelqu'un ou pas. Vous remarquerez que tous les morts qu'on enregistre, que ce soit maintenant ou avant, s'enregistrent très loin du lieu où il y a les manifestations. Pendant qu'on nous dit, avec les rapports balistiques et les autopsies, que les gens ont été tués à bout portant, le minimum qu'il y a de distance entre un manifestant et le dispositif sécuritaire qu'on met en place, c'est 50 mètres. C'est le minimum. Donc, ça pose beaucoup de questions qui n'enlèvent pas notre responsabilité en tant qu'État de rechercher qui procède à ces assassinats. Ces personnes-là sont des ennemis de la République. En dehors des familles des victimes et de la victime elle-même, les premiers qui souffrent de ces morts-là, c'est bien l'État guinéen qui se trouve dans une situation de suspicion, qui est amené à se justifier et qui voit son tissu social se déchirer parce qu'on instrumentalise ces morts pour en faire des arguments politiques et pour dire
à certaines personnes, vous êtes visé par l'État, vous devez vous défendre. Donc nous n'avons aucun intérêt à entretenir ce flou autour des morts et nous demandons la collaboration des uns et des autres pour nous fournir les éléments qui nous permettront de confondre les auteurs de ces morts. Au-delà de ça, on continue sur ces dispositifs pour permettre le maximum de sécurité pendant les manifestations. Mais il ne faut pas oublier que pour un maximum de sécurité, il faut être deux. Quand vous choisissez systématiquement la force, les agents, ceux qui maintiennent l'ordre et ceux qui organisent les manifestations ou qui les commanditent. Quand vous organisez systématiquement des manifestations qui sont les plus susceptibles de dégénérer en violence, quand vous refusez le parcours sur lequel les autorités estiment qu'il est le plus approprié de partir et que vous refusez les délais, les recours juridiques qui vous permettent de contester ces décisions-là, il est évident que vous mettez en place une situation qui risque de dégénérer en violence et d'entretenir une confusion où on ne sait plus qui est coupable de quoi. Donc ça veut dire que dans les schémas de ce qu'on peut appeler désobéissance civile, il y a tous les risques qu'il y ait ce genre de mort. Parce qu'en fait, depuis le 14, la première fois que un tel ton de résister a été lancé, c'est là qu'il y a eu effectivement des cas de mort, le 14, le 15 et le 16. Et depuis qu'on a relancé ce type, parce qu'entre-temps il y a eu des manifestations, mais sous forme de marche, un mouvement d'un point A à un point B. Mais depuis qu'on a relancé cet autre type, il y a eu encore des morts. Vous voulez dire que c'est ce type de manifestation, d'exercice de liberté qui fait qu'il y a toujours des morts non maîtrisées par le ministère et qu'on ne sait pas comment ça se passe. Remarquez une chose, même lorsqu'il y a eu des manifestations non autorisées, qu'il y a eu des affrontements, sur le lieu où le dispositif sécuritaire mis en place par l'État, parce qu'il savait que la manifestation devait passer par là, sur le lieu où il y a eu même des affrontements très violents, il n'y a pas de mort sur ces lieux-là. C'est pratiquement impossible. Ça s'est passé une fois, c'était lorsque le Cellou arrivait, et je crois que c'est Zakariaou qui est décédé. On a dit dans le cortège, dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Depuis ce jour-là, tout se passe très loin de la manifestation en elle-même et du dispositif des forces de l'ordre. Il faut savoir une chose. Quand on dit manifestation, on met en place un dispositif avec des agents équipés d'un dispositif approprié. Bouclier, matraque, casque de protection, habits de protection et grenades lacrymogènes dans l'éventualité où ils auraient à l'utiliser. En dehors de ça, vous voyez les agents devant mon ministère, ils sont équipés comme n'importe quel agent de police chargé de maintenir l'ordre avec éventuellement une arme qui lui permet de se défendre ou de sauver la vie d'un citoyen qui serait menacé. Et c'est comme ça sur toute l'étendue du territoire. Donc quand vous n'avez plus aucun autre moyen de vous défendre, il n'est pas exclu qu'un agent utilise son arme. Je le concède, même dans ce cas-là, on doit pouvoir faire une enquête et savoir s'il a utilisé en état de légitime défense avec une proportion avérée et ainsi de suite. Mais je veux dire que dès l'instant où la manifestation a été interdite pour une raison ou pour une autre, que vous persistez à le faire, vous augmentez les risques de violence et de dérapage et ça rend plus difficile la manifestation de la vérité. Pour autant, est-ce qu'on peut expliquer ce que effectivement l'opposition ou les FNDC affichent comme responsabilité de vos agents, effectivement, au-delà du fait que les manifestations peuvent se passer sur l'autoroute ou à un point donné, mais que les agents viennent notamment sur l'axe, parce que c'est l'axe qui est toujours mis sur la table, comme quoi les agents viennent sur l'axe et partent dans les familles je veux dire, comment on va dire, ça donne justement à ces cas de violence qui peuvent souvent aboutir à des tueries. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement c'est volontairement que les agents viennent sur l'axe et que finalement il y a des cas de tuerie, des cas de mort? Ces vidéos-là qui circulent dans lesquelles vous pouvez voir des agents qui détiennent des armes ou qui renversent des marmites, qui font ceci, est-ce que vous tenez compte de ces vidéos, de ces témoignages? Bien sûr. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la preuve, celui qui vient d'être confondu et qui appartenait au PA de Wanidara, je crois, qui a été identifié clairement en train de tirer. Lui, il a été sanctionné, il va passer en conseil de discipline, il a été identifié. Il y a une autre image où on montre un agent en train de gifler une personne âgée. Il a été, ce monsieur, on lui a demandé, aujourd'hui on est en train de le supplier pour qu'il nous accompagne, qu'on aille avec lui dans le camp où il a été amené, dans la CMIS ou le camp où la gendarmerie ou le commissariat, où il a été amené en question,
pour désigner la personne qui a fait ça et pour qu'il soit sanctionné. Le directeur général de la police nationale est en négociation pour aider celui à rentrer dans ses droits, qui est d'une sagesse extraordinaire, qui dit qu'il a pardonné, c'est ce qu'on m'a rapporté. Mais nous, ça ne nous aide pas, parce que nous, on veut identifier cet agent pour ne plus qu'il ait à le refaire. Donc très souvent, on est également confronté à ce type de difficultés. Mais s'agissant des agents qui vont sur l'axe, aujourd'hui, il n'y a rien sur l'axe, il n'y a pas de trou, vous ne verrez aucun agent, ni sur l'axe, ni rentrer dans les quartiers pour s'adonner à quelque exaction que ce soit. C'est inadmissible qu'un agent s'en prenne à un citoyen de quelque manière que ce soit. Même quand il fait quelque chose, il devient un citoyen un citoyen protégé dans ses droits à partir du moment où vous l'interpellez. Ces exactions, nous luttons contre. Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de suivre un débat en France sur les exactions que la police, qui sont reprochées à la police, qui sont très graves, avec des personnes menottées qui ont été battues. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas acceptables, qu'on doit combattre. Mais c'est plus facile de le faire ensemble, quand on s'entend sur les règles de manifestation, quand on évite les manifestations non déclarées, de manière spontanée et on va dire entre guillemets sauvage, que lorsqu'on le fait de manière consensuelle avec des dispositifs qui permettent de se surveiller les uns les autres. Nous ne l'acceptons pas. Nous allons le condamner à chaque fois que nous aurons des preuves que les agents, mais en faisant très attention à la manipulation. Beaucoup d'images qui nous ont été rapportées ont été des images qui n'étaient pas des images qui concernaient soit la vidéo ou bien qui concernaient la période présente. Et donc, il faut faire attention. Mais chaque fois qu'il a été prouvé que en 2013, on a montré un militaire qui tirait en l'air à Bambeto. Cela a été interpellé par le haut commandement de la justice militaire et sanctionné. Chaque fois que nous avons la preuve et que nous identifions les personnes, les sanctions tombent. Il y en a un qui est condamné à 10 ans de prison, le capitaine Kali, parce que sur un lieu où il y a eu un meurtre, il y a eu un mort, on l'a trouvé avec une arme, il n'avait pas le droit de la porter. Donc, qu'on dise qu'il y a une impunité totale, vous savez, dans un pays où 3 gouverneurs sont passés devant la justice, il y a eu 16 gendarmes qui ont été condamnés pour fait de torture. Un capitaine béret rouge a été également condamné. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur ou on s'interdirait de condamner des agents qui s'adonnent à des exactions. Est-ce que vous faites plus d'efforts, n'est-ce pas, pour certes satisfaire ces citoyens, montrer que ce qui se dit ou les intentions qu'on prête à l'État, comme un État qui cible une sorte de base politique, que ce n'est pas cela la vérité. Je veux dire, ils se disent que non, mais si vous montrez un seul agent de sécurité pour dire oui, il est en train de faire des tirs de sommation, on l'arrête pour ça, alors qu'il y a des cas de mort, ils se disent que vous ne fournissez pas assez d'efforts. Ce qu'ils veulent, c'est de dire, par exemple, depuis le 14 jusqu'au moment où on fait ce plateau, il y a eu au moins 20 morts. Où sont ceux qui ont tiré, qu'ils soient des agents ou pas, est-ce qu'on va les condamner ou pas? Dans ce sens-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour rassurer cela dans les faits? La culpabilité, ça ne se décrète pas, ça se prouve. Surtout, accuser quelqu'un de meurtre, c'est quand même la réclusion criminelle à perpétuité qui l'attend. C'est lorsque vous vous trompez, c'est que vous laissez un criminel en liberté et vous condamnez un innocent. Donc ça ne se décrète pas, ça se prouve. Et donc si on a la preuve, quelle qu'elle soit, quelle que soit la personne, je ne vois pas pourquoi on hésiterait à condamner une personne. Mais c'est ce qu'on n'a pas pour le moment. Ce qu'on peut faire pour assurer les gens, c'est leur montrer qu'on va jusqu'au bout des enquêtes. Et ça, peut-être que ce travail ne se faisait pas avant. Communiquer sur les enquêtes, donner les résultats, quels qu'ils soient, même si on n'aboutit pas, mais donner le maximum d'informations pour que les gens sachent qu'on s'intéresse à ça et que ceux qui s'adonnent à ça se disent, cette fois-ci, ils ne sont pas arrivés au bout, mais vu comment ils procèdent, un jour, ils vont remonter jusqu'à nous et qu'ils arrêtent. Et donc, ça, cet exercice, on a commencé à le faire, on va le continuer. Mais le plus important, c'est la collaboration des personnes. Et malheureusement, on a du mal à avoir cette collaboration. D'autant plus que les endroits, le théâtre des événements est très souvent compromis. On ne le retrouve même pas, puisque les corps sont systématiquement déplacés. Oui, les indices clair, dans le cadre des enquêtes. Alors on va observer une petite pause dans cette émission. Derrière, nous retrouvons dans la deuxième partie, non seulement pour continuer à parler de tout ce qu'il y a comme conséquence derrière ces manifestations, mais aussi de quelle vision le ministre, en tant que nouveau à ce poste, a pour ce ministère, pour d'autres secteurs, pour d'autres rôles régaliens qui reviennent à ce département en termes de sécurité dans l'ensemble de tous les citoyens, d'équipement des agents de forces de sécurité. Nous y reviendrons dans la seconde partie après la pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour,
c'est Monsieur Damantan Albert Camara, il est ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Vous savez, le sujet c'est bien la Guinée aux heures des instabilités, l'intérieur du pays encore plus chaud que Conakry ces derniers jours, le cas de Télémélé, de Dalaba, maintenant de Labé. Il a la charge de veiller sur toutes ces situations, comment tout se passe, comment gérer ces situations en même temps que Conakry. La question lui sera posée tout à l'heure, comme vous l'avez compris dans la première partie de l'émission. Monsieur le ministre, une fois encore, avant de parler de vos responsabilités de façon panoramique en tant que telle, mais cette situation qui concentre les attentions, les manifestations et en marge les cas tueries. Au-delà de tout ce qui est arrivé à Conakry, vous avez l'intérieur du pays ces derniers temps. C'est devenu très chaud et je crois que ça allait encore parce que la semaine dernière, il y avait le cas de Labé où il y a eu 3 morts la même journée. Quelles sont les informations que vous avez? Déjà, il y a trop de spéculations. On a parlé de 2 manifestants tués et d'un ambulancier tué. Là aussi, ce sont des agents de force qui sont indexés. Est-ce que vous avez des remontées d'informations? Quelles informations vous avez à date? On est toujours dans la même logique où, selon la source de l'information, on impute soit aux agents de sécurité, soit à des manifestants, soit à d'autres causes. Cet ambulancier, certains disent que c'est un coup de crosse, d'autres disent que c'est un tir, d'autres disent que c'est des agents, d'autres disent que ce sont plutôt des manifestants qui lui en voulaient parce qu'il alimentait en médicaments le camp militaire. Il y a énormément de versions et plus on est éloigné de la capitale, moins on a de visibilité sur ce qui se passe. Toujours est-il que ce sont des morts en trop, de toute manière, et qu'on aurait pu les éviter. Malheureusement, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on a une partie de la classe sociale et politique de ce pays qui a appelé à des manifestations violentes, qui l'assument. Dans ces conditions-là, il est très difficile d'être serein dans le maintien d'ordre, notamment lorsque on se rend compte qu'une partie de ces endroits sur lesquels se déroulent ces manifestations appellent clairement à faire partir l'État. Faire partir le gouverneur, faire partir le préfet, détruire les préfectures, les commissariats, le tribunal, vouloir s'attaquer à l'hôpital, dérober des armes. On n'est plus dans une situation... Les prisons qui ont été vandalisées, des prisonniers libérés, on n'est plus dans une opération de maintien d'ordre. On est dans une situation quasi insurrectionnelle et l'État ne peut pas permettre, aucun État au monde ne peut permettre qu'une partie de son territoire sorte des normes de la République et donne l'impression que tout le monde peut faire n'importe quoi, pendant qu'il y a certains citoyens qui ne demandent qu'à vivre tranquillement. Et dans ces zones-là, nous avons vu des sages, nous avons vu des jeunes qui ont contesté, qui ont empêché certaines choses de se dérouler parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces actes d'incivisme, de vandalisme et de violence, mais qui sont trop peu par rapport à la détermination de ceux qui sont en face et peut-être l'exacerbation politique des ressentiments des uns et des autres. Et donc, comme je le disais, vous avez des informations claires par rapport aux accusations, notamment le cas récent de Labé, qui indexe les forces de sécurité, mais aussi, je crois, le patriarche de Pita, aurait été dont le domicile a été attaqué par des agents. Là-dessus, est-ce que vous avez une explication officielle? Oui, on va recevoir le rapport du gouverneur de Labé qui est tout à fait contraire de celle qui a été répandue à un moment donné, surtout hier soir, en disant que ce sont des manifestants. Il a été attaqué à sa résidence, il y a eu des coups de feu. Est-ce que c'est en lien avec les armes qui ont été dérobées au commissariat de Dalaba? Je ne sais pas. Et ils excluent toute responsabilité des forces de l'ordre. Nous n'y sommes pas, mais nous faisons mienne ces conclusions parce que nous estimons qu'il n'y a aucune raison de nous mentir. Il est convaincu d'ailleurs que ce ne sont pas des natifs de Labé, des autochtones, mais plutôt des personnes qui seraient venues d'ailleurs, de Conakry ou d'ailleurs. Et donc nous attendons ce rapport officiel et de toute manière les enquêtes sont menées. S'agissant de ce qui s'est passé à l'État, le préfet nous a donné sa version. Des jeunes voulaient incendier l'hôpital qui ne serait pas très loin, je ne connais pas exactement la physionomie de la ville, de la résidence du patriarche. Sa voiture était garée dehors. Et les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont brisé les vitres du véhicule. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on ait montré des balles sur des réseaux sociaux en disant qu'on avait tiré sur ce véhicule-là, comme s'il y avait un intérêt particulier à s'attaquer à un patriarche. On peut concevoir qu'il y ait des dérapages dans la confusion, mais qu'on s'attaque à un patriarche et qu'on tire sur sa voiture, je trouve ça très déplacé. Toujours est-il que ce sont des incidents qui sont regrettables. La question n'est plus de savoir qui a été coupable de ça. Le lendemain, le préfet a un certain nombre de notables sont allés présenter des excuses.
tout cas s'enquérir et s'émouvoir de ce qui s'était passé. Malheureusement, là encore, il y a eu une récupération politique qui n'est pas saine en tant que telle. Il faut qu'à un moment donné, les gens se posent la question de savoir à qui profite cette désorganisation. Pourquoi un État s'attaquerait à un patriarche volontairement alors que cela ne peut apporter que des conséquences négatives sur les tissus sociaux, donc sur notre manière de fonctionner. Effectivement que la question là se pose souvent. À qui profite tout ça? Vous estimez que cela profite à qui? À ceux qui donnent le mot d'ordre, qui lancent le mot d'ordre de manifestation? Alors, je n'ose pas croire que ce soit une démarche intellectuelle programmée dans ce sens-là. Malheureusement, beaucoup d'éléments nous poussent à croire que c'est le cas, puisque nous, l'État en tant que tel est le véritable perdant. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En termes d'image, en termes de bonne presse. Quel est le travail qu'on est obligé de faire pour faire comprendre, là je suis obligé de m'expliquer devant vous, pour faire comprendre à certains Guinéens qu'on ne leur en veut pas personnellement, mais que les circonstances font que. J'aimerais ne pas être dans cette situation-là et pouvoir parler d'autre chose. Donc c'est nous qui avons des problèmes. Je suis en train de me justifier devant les organisations de droits de l'homme. La Guinée est à l'examen périodique universel à Genève devant les droits de l'homme pour se justifier. Quel intérêt nous avons à ça? Je veux dire, dans des pays où on cible des gens, on cible peut-être des journalistes, des leaders d'opinion, des leaders de partis politiques parce qu'ils ont une influence. La jeune fille qui est morte la dernière fois devant à Wanidara, à l'occasion de la grève une jeune fille de 18 ans qui allait acheter de l'eau. Qu'est-ce que cette jeune fille va faire à l'État pour qu'on veuille aller l'abattre d'une balle en plein cœur? C'est une exécution. Donc il y a quand même. Alors le cas de la jeune fille, le cas de cette jeune fille, monsieur le ministre, vous faites bien de l'évoquer. Je crois que c'était en marge du mot d'ordre de grève du SLEG. Cette fille qui a été abattue, selon ses parents qui partaient acheter de l'eau. Est-ce que vous avez eu des informations sur la circonstance, les circonstances de... J'ai entendu le chef de file de l'opposition dire que les voisins ont vu un véhicule avec un policier qui est descendu du véhicule, qui a tiré, qui est remonté dans le véhicule et qui est parti. Je veux bien l'admettre. À date, malgré tous les efforts qu'on a fait, on n'a ni une description de ce véhicule, ni un numéro d'immatriculation. Pendant qu'on nous dit que tous les voisins ont vu ce véhicule sur place. Le minimum, je veux dire, je n'arrive pas à comprendre que le réflexe n'ait pas été au moins de prendre l'immatriculation ou une photo. On ne l'a pas. Mais sauf qu'il y a quand même des véhicules qui ne sont pas immatriculés, des véhicules de force de sécurité qui... Ah non, mais on ne nous a pas dit qu'il n'est pas immatriculé. Hein. On n'a pas dit... Les gens disent qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre... Voilà, ils n'ont pas pu le relever. Donc, il y a quand même un problème par rapport à ça. Mais face à une situation comme ça, nous sommes complètement désarmés. Pour le moment, on n'a pas ces caméras vidéo qui seraient partout, qui permettraient de confondre ces gens-là. Et sincèrement, je me demande comment et pourquoi des policiers en groupe, assumant leurs responsabilités, habillés en policier dans un véhicule de police, viendraient dans un quartier escarpé, venir s'arrêter devant la concession de quelqu'un, tirer sur une jeune fille d'une balle en plein cœur et partir. J'ai beau me dire qu'il y a des Guinéens qui sont inhumains, mais à ce point-là, qu'on se déteste entre Guinéens à ce point-là, je n'arrive pas à y croire. Et en tout cas, ces gens-là, puisqu'on n'a pas essayé de dérober quoi que ce soit à cette jeune fille, j'essaie d'être simplement logique. Hein. Ces gens-là l'ont fait pour créer une autre situation. Pas pour le compte d'un État, j'espère pas pour le compte de l'opposition, mais pour créer un ressentiment, pour créer une situation qui attise la haine. Et c'est ça qu'il faut déceler, et c'est ce qu'il faut combattre. Alors il y a justement des gens qui se munissent des outils de force de sécurité, qui s'habillent peut-être en treillis, qui ne relèvent pas, n'est-ce pas, des forces de sécurité, mais qui ne sont pas reconnus non plus par les manifestants ou ceux qui organisent les manifestations et qui tuent. Maintenant, comment les retrouver? C'est ça le problème. L'autre question, monsieur le ministre, c'est toujours le problème sensible de l'axe, parce que ça revient toujours dans les débats. Et même les observateurs qui ne sont pas du gouvernement ou de la société civile, je veux dire les partenaires, dans les causeries, ça revient toujours la question de l'axe. Est-ce qu'il y a toujours un problème une stratégie de déploiement des agents en amont quand il y a un mot d'ordre comme celui-là, avec le ton qu'on a connu, de dire il faut une stratégie d'occupation du terrain, de sorte que ce ne soit pas les jeunes qui l'occupent d'abord avant les agents, parce que là ils sont obligés de les pourchasser, de les faire libérer le terrain. On voit toujours que c'est après que les jeunes ont occupé le terrain que les forces de sécurité sont obligées de venir les déloger sur la voie publique, et ça entraîne ce que ça entraîne. Alors je laisserai peut-être les spécialistes du maintien de l'ordre vous répondre par rapport à ça, mais ce que moi je constate, c'est que justement, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est important de définir un itinéraire. Quand l'itinéraire n'est pas défini,
les gens se mettent un peu partout et on ne peut pas empêcher des regroupements à certains endroits et effectivement être obligé de les déguerpir après. Mais je voudrais revenir sur un élément important que vous avez dit tout à l'heure, les gens qu'on prend, qui sont habillés des fois en militaire ou ainsi de suite. La dernière fois, on a pris un jeune qui avait un pistolet artisanal et le canon avait été aménagé de manière à pouvoir insérer à l'intérieur une balle de PMAK. Et donc, il peut utiliser d'autres projectiles. Mais ils ont aménagé avec une douille à l'intérieur et la possibilité de mettre une balle de PMAK pour donner l'impression que c'est un PMAK qui a tiré. Pourquoi cet artifice? Pourquoi cet arrangement? On a retrouvé à Anko 5 aussi quelqu'un qui dans son puits avait un PMAK qu'il faisait cacher par l'intermédiaire d'une ficelle et qui pouvait tirer quand il en avait besoin et remettre à l'intérieur. Donc ça pose réellement la question de savoir pourquoi certaines personnes veulent à tout prix faire porter le chapeau de ce qui se passe par les forces de l'ordre. On arrive à un stade où on ne cherche plus à savoir qui a tué. On cherche à savoir comment démontrer que c'est la police ou la gendarmerie qui a tué. Et là, on sort du cadre et on s'éloigne de la vérité. Je ne discuterai jamais aveuglément les forces de sécurité. Je ne le ferai pas. Parce que là où dans des pays aussi développés qu'aux États-Unis, en France, il y a des dérapages, je ne vois pas pourquoi dans un pays où nous n'avons pratiquement recruté aucun policier, nous les avons trouvés en place, ceux qui viendront après les trouveront également, on dirait que nos forces de l'ordre sont blanches et innocentes comme tout. Mais il y a quand même des questions qu'il faut se poser en toute sérénité, parce qu'effectivement, ces morts là font du mal à toute la Guinée. Bien. Avant qu'on ne finisse avec ce sujet brûlant et parler d'autres sujets, nous avons encore quelques 5 minutes. Il y a toujours la menace. Le FNDC, je crois, va remettre tout ça encore le mardi prochain, je crois, demain mardi et mercredi, le 28 et le 29. On imagine que les mêmes dégâts peuvent survenir. Déjà, on a perdu des édifices publics à l'intérieur, évidemment des êtres humains. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager pour canaliser encore une fois tout ça à l'intérieur du pays et ici, à Conakry, et surtout sur l'axe? Je souhaite et je suppose que dans quelques jours, vous allez peut-être interviewer des membres du FNDC et leur demander aussi qu'est-ce qu'ils envisagent pour mettre fin à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Lorsqu'il y a, en tant que ministère de la Sécurité, lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, lorsqu'une partie du territoire menace de s'attaquer ou s'attaque au symbole de l'État, nous sommes obligés d'intervenir, de maintenir l'ordre, en espérant d'avoir le moins de dégâts possible. Je vous donne un exemple très simple. On va déployer bientôt la carte nationale d'identité. Ces gens qui agissent de cette manière, biométrique, vont faire de telle sorte qu'on ne pourra pas déployer ce service-là dans cette zone. Donc on va créer un autre problème de ressentiment parce que toute une région sera en retard par rapport aux cartes nationales d'identité biométrique. Donc les préfectures ou les commissariats sont déjà mis à sac. C'est un problème réel. Ils ne pourront plus bénéficier. Vous parlez de commissariat mis à sac, même les services de l'état civil dans la préfecture, même le tribunal. Voilà des problèmes concrets qui vont augmenter les problèmes. Qu'on arrête de dire que c'est l'État qui, pour diaboliser le FNDC, brûle des véhicules, brûle la préfecture, brûle la prison, libère les prisonniers. Ce n'est pas sérieux. Il faut assumer, quand on a le courage politique de dire à partir de maintenant c'est la résistance et c'est la fin des manifestations pacifiques, il faut aller jusqu'au bout de son engagement et assumer que ce qui se passe, c'est vous qui l'avez voulu. Et donc, je souhaiterais que, à l'occasion, vous posez la même question au FNDC. L'État fera le nécessaire. Il y a la partie politique que je n'ai pas gérée ici. C'est trop long. Il y a un dialogue qui a été interrompu parce que ceux qui doivent dialoguer avec l'État ont posé un certain nombre de conditions qui en elles-mêmes devraient être à l'intérieur du dialogue. J'espère que la raison va revenir, que ce dialogue va se faire autour de la table plutôt que dans les préfectures, dans les prisons et sur les voies publiques. En parlant d'incendie, effectivement, il y a le cas de la casse. Aujourd'hui, dans l'opinion, on voit beaucoup qui vous accusent de deux poids deux mesures en termes de compassion, n'est-ce pas? Il y a des véhicules qui ont été incendiés à la casse et on dit que vous êtes précipité pour venir partager les peines, sensibiliser, alors que 24 heures avant, il y a déjà 3 véhicules qui ont été incendiés à Taouya, peut-être qui appartiendraient à des gens qui sont de l'opposition et qu'il y a même eu des morts. Quand vous êtes arrivé, je crois, dès que vous avez été nommé, il y a eu 2, 3, et que vous n'êtes pas venu présenter des condoléances. On se dit donc que vous faites du 2 poids 2 mesures parce que la casse est politiquement proche de vous. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Déjà, il y a un gros piège effectivement qu'il faut éviter, c'est l'instrumentalisation de la victimisation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des morts, il y a une instrumentalisation, soit de l'opposition ou du pouvoir. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça que ça se passe, et nous, on refuse de tomber dans cette extrémité-là. J'assume d'être allé à la casse, parce que si je n'étais pas allé à la casse, justement au moment où j'y suis allé, ce jour-là,
il y aurait peut-être eu plus de casse qu'on ne le croit. Ce n'est pas une question de compassion, c'est une question de responsabilité par rapport à des informations où des gens s'apprêtaient à aller faire des représailles contre des boutiques à Madina. On allait rentrer dans un cycle de violence. Donc, vous savez, les gens... C'est pour éviter ça que vous êtes allé à la bien sûr, mais les gens le savent très bien. Mais la récupération politique fait qu'on a tout de suite vu cet aspect-là. Effectivement, avant ça, il y a eu des incidents en Guinée. Vous parlez des morts pendant les manifestations. La semaine du 14, il y a eu un accident entre Mamou et Fernand. Il y a eu 12 morts, personne n'en a parlé. De morts violentes. Ça concerne mon département. On ne nous a pas dit à ce moment-là pourquoi le gouvernement n'est pas allé présenter des condoléances dans les familles de chaque victime. Chaque fois qu'il y a des morts, quelle que soit la manière dont elle intervient, quand c'est des morts violentes, on a un communiqué dans lequel on présente nos condoléances aux familles. Parfois, certains membres du gouvernement se déplacent. Mais vous savez, tous les actes que vous posez en politique ont une signification. Et donc, il faut faire très attention lorsque vous les posez. Avant-hier, c'était des soucis sécuritaires pour éviter des représailles et une escalade de la violence. Ceux qui veulent le comprendre ainsi l'ont compris. Les autres, je ne pourrai jamais changer leur manière de percevoir cet acte. Damantan à la tête du ministère de la Sécurité, et pour ceux qu'on retient de votre passage au ministère de l'enseignement technique et professionnel, les innovations, les projets concrets réalisés, même si politiquement, alors vous avez essuyé des critiques entre-temps, qu'est-ce que vous avez comme vision pour ce ministère? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. D'abord, le personnel lui-même, c'est vrai que votre prédécesseur avait commencé à mettre de l'ordre, que tout le monde porte les tenues, que les agents de la police routière se mettent en ordre, que les raquettes diminuent, mais aussi la sécurité des citoyens en rase campagne. Bon, enfin, la police n'est pas en rase campagne, mais quand même en zone urbaine et tout. Qu'est-ce que vous avez comme vision pour améliorer l'image de la sécurité? Vous avez parlé tout à l'heure des cartes d'identité biométriques. En gros, qu'est-ce que vous avez sous la main en ce moment? Il y a des outils qui existent et qui permettent d'éliminer ou de réduire au maximum le facteur humain pour éviter les erreurs, les malversations. Nous allons utiliser au maximum ces outils-là. Par exemple, pour les verbalisations, il y a aujourd'hui un outil qui est en train d'être mis en place avec des données automatiques qui font que l'argent ne devrait plus passer dans les mains des agents, ce qui élimine le risque de récupérer cet argent. Les déperditions de recettes. Exactement, et ensuite aussi le racket. Si racket il y a, mais on ne va pas se voiler la face. Au-delà de ça, je dirais que ma tâche est relativement aisée dès l'instant où je suis dans un programme de réforme du secteur de la sécurité. La Guinée est dans ce programme depuis un certain nombre d'années. Je ne fais qu'emboîter le pas de mes prédécesseurs et continuer sur des actes qui ont été posés comme la police de proximité, la formation, l'équipement. Donc je m'attelle à ce programme. Il est difficile, c'est la preuve que... La preuve en est que je dois être le 7e ou le 8e ministre qui passe à ce département en moins de 9 ans. Oui, de 10 ans. Et donc, ça veut dire que la tâche n'est pas aisée. Mais je m'appuie sur ce programme-là qui devrait permettre au fur et à mesure d'avoir une police, des forces de l'ordre beaucoup plus républicaine, beaucoup plus citoyenne et beaucoup plus efficace. Je crois que le nœud du problème, c'est également la formation. La formation. La formation par rapport à un produit, je sais... peut-être une métaphore, à des personnes, des ressources humaines qu'on a recrutées un peu de plusieurs manières, sur le temps on va dire. Et donc aujourd'hui, c'est ces ressources humaines-là que nous avons à disposition, que nous devons former ou améliorer dans leur manière de gérer la sécurité. C'est l'un des principaux challenges. J'étais en train de travailler sur un budget de formation pour ceux qu'on est en train de recruter et ceux qu'on va recruter. Et nous espérons qu'avec la formation continue, l'appui de nos partenaires, nous allons arriver à avoir des agents conscients de leurs responsabilités et surtout républicains. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial pour la protection civile, enfants pauvres de ce secteur, et surtout la police routière qui prennent un formidable bain de soleil tous les jours, mais qui se disent mal payés, ainsi de suite pour relier les deux bouts, ces deux entités? La réforme concerne tous ces secteurs-là. Je viens d'Espagne où nous avons noué de très bonnes relations et sans doute un partenariat dans le domaine de renforcement de capacité de la protection civile. Pour la police routière, c'est pareil. Tout cela relève de la même logique. Renforcement de capacité en termes de formation, mise à disposition d'outils, partenariat public-privé pour gérer un certain nombre de situations. Dans tous les pays, c'est pratiquement plus la police, l'État en tant que tel qui gère les fourrières, qui gère le ramassage des véhicules qui sont mal garés. Donc toutes ces actions sont en train d'être mises en place au fur et à mesure pour permettre effectivement de désengorger les tâches de la police, qu'elle se concentre uniquement à ses missions régaliennes et surtout moraliser
le comportement des agents, c'est peut-être ça le plus gros challenge. Certainement que nous aurons l'occasion la prochaine fois pour parler d'autres besoins des populations liés à ce ministère, la question des passeports, les conditions dans lesquelles ils sont délivrés, mais aussi la question des cartes d'identité biométriques, pourquoi pas d'autres besoins. Pour terminer, Monsieur le ministre, une minute, une fois encore, sur cette question brûlante que vous gérez en ce moment. Personne ne voudrait certainement être à votre place où on parle de mort, où on indexe vos hommes, on vous accuse et tout et tout. Un message à l'endroit de ces citoyens que vous êtes censés toujours rassurer en termes de sécurité. Moi, je veux dire à mes compatriotes guinéens que certes, nous avons des forces de sécurité qui ne sont pas parfaites. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui ait des forces de sécurité qui se comportent parfaitement en toutes circonstances. Mais nous faisons des efforts pour leur donner ce caractère républicain et pour leur permettre de travailler au service des populations. C'est vrai, nous ne sommes pas aidés par les circonstances, nous ne sommes pas aidés par les discours politiques, mais en faisant des efforts chacun de notre côté, je pense que nous pouvons arriver à avoir des rapports normalisés entre la police et les citoyens, entre la gendarmerie et les citoyens. Pour cela, il faut d'abord de la sérénité, il faut utiliser les voies légales pour faire des recours. Quand il y a de la confusion, quand il y a des antagonismes, il existe un seul repère qui permet à tout le monde de se retrouver, c'est la loi. Mon objectif, c'est faire de telle sorte que la loi s'applique à tout le monde, sans discrimination, et que chacun se retrouve dans l'exercice de la puissance publique. Merci de nous avoir reçus. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.